Comment est-ce qu'on passe d'une petite entreprise qui a du succès à une véritable machine de croissance? Eh bien, avoir du talent ou un super produit, ça ne suffit pas. Non, il faut une vraie architecture stratégique. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les 4 piliers qui sont essentiels pour rendre une entreprise scalable, comme on dit. Allez, on commence direct avec une question qui peut surprendre. Le succès, c'est ce qu'on cherche tous, non? Mais en réalité, pour une entreprise qui n'est pas prête, une vague de nouveaux clients, ça peut vite devenir un cauchemar. C'est ce paradoxe assez fou qu'on va explorer tout de suite. Pour beaucoup de PME, et on le voit souvent dans les métiers créatifs, genre le design ou l'ameublement, une croissance trop rapide, sans une structure en béton, ça ne mène pas au succès mais au chaos pur et simple. Les commandes s'empilent, les délais de livraison explosent, la qualité se dégrade, et la réputation, elle plonge. Et voilà, ça c'est vraiment l'avertissement central de l'analyse. Le mot-clé ici c'est non planifié. La croissance en soi, ce n'est pas le problème. C'est l'improvisation qui transforme une super opportunité en une menace mortelle. L'entreprise ne s'écroule pas à cause du marché, non. Elle s'écroule sous son propre poids. Bon, alors on fait comment? On commence par où? Premier pilier, faire un grand ménage en interne. Il faut poser un diagnostic de rentabilité super rigoureux. Avant même de rêver d'expansion, il faut que les opérations soient nickel. Et c'est là que l'expérience des dirigeants est essentielle pour bien évaluer la maturité de l'entreprise et savoir si c'est vraiment le bon moment pour passer la vitesse supérieure. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Imaginez une cuisine dans un grand restaurant. Chaque geste est calculé, le flux de travail est complètement linéaire. Ça part de la réception des marchandises, ça va à la préparation, puis à l'envoi du plat. Il n'y a pas de chassé-croisé, pas de retour en arrière. Une entreprise efficace, ça doit fonctionner exactement comme ça. Voilà le flux idéal, où tout s'enchaîne parfaitement. Le problème, c'est que bien souvent, un petit oubli au début, un brief client un peu flou, et c'est toute la chaîne qui déraille. Ça crée des erreurs en cascade, on est obligé de revenir en arrière, et ça coûte une fortune. Ce sont ce qu'on appelle de véritables gouffres à rentabilité. Pour grandir, il faut arrêter de naviguer à vue, au feeling. L'intuition, c'est bien, mais là, il faut des données. Il faut savoir de manière très précise combien de projets l'équipe de design peut gérer en même temps, par exemple. Sans ces chiffres, on avance dans le brouillard et on risque d'investir au mauvais endroit. Et voilà, les outils concrets pour y arriver. Un tableau de bord comme celui-là, c'est le cockpit du dirigeant. Ça permet de piloter la boîte en temps réel, de voir tout de suite où ça coince et de prendre des décisions basées sur des faits. Une fois que cette maîtrise est là, l'entreprise arrive à un moment décisif. On passe au deuxième pilier. Une fois que la machine interne tourne bien, il faut faire des choix stratégiques, des sacrifices. Le principe est simple, une entreprise ne peut pas être la meilleure partout, tout le temps. Tenter de tout faire, c'est la meilleure façon d'échouer. Il faut donc avoir le courage de renoncer à certaines choses pour exceller dans d'autres. Et voici le premier grand choix. D'un côté, on a le modèle artisanal, du sur-mesure, des produits uniques, des marges confortables, mais une croissance forcément limitée. De l'autre, le modèle modulaire, on sacrifie la personnalisation extrême pour des systèmes standardisés, ce qui permet des économies d'échelle et une croissance explosive. C'est un arbitrage fondamental qui va conditionner tout l'avenir de l'entreprise. Deuxième dilemme, la production. Est-ce qu'on fabrique tout nous-mêmes? Ça donne un contrôle total sur la qualité, mais ça coûte cher en machines, en locaux, ça immobilise beaucoup de capital. Ou alors, est-ce qu'on externalise? Ça transforme les coûts fixes en coûts variables, ce qui offre une flexibilité incroyable pour s'adapter et grandir. C'est un choix crucial entre le contrôle et l'agilité. On attaque maintenant le troisième pilier, et c'est souvent le plus délicat, la gouvernance. Pour qu'une croissance soit durable, il faut que l'entreprise puisse survivre à son fondateur. Elle doit reposer sur des systèmes solides, et pas uniquement sur le charisme ou le talent d'une seule personne. Dans les entreprises familiales, c'est un classique. Ces 3 cercles, la famille, les propriétaires et les dirigeants, sont souvent mélangés. Et ça peut paralyser les décisions. Pour se professionnaliser, il est absolument essentiel de les séparer. Les décisions de gestion doivent se baser sur la logique du marché, pas sur l'affect familial. C'est un vrai signe de maturité. Cette citation dit tout. On a trop tendance à voir la succession comme une urgence, une réaction au départ du dirigeant. Mais non, en fait, c'est un processus stratégique. Ça se prépare des années à l'avance pour transmettre le savoir, l'autorité et pour s'assurer que l'entreprise continue de vivre. Et nous voilà au dernier pilier. À ce stade, l'entreprise est rentable. Son modèle économique est clair, sa gouvernance est solide. La grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'on duplique ce succès? La clé, c'est de créer un système, une formule, qui puisse être répliquée partout pour garantir la même qualité à grande échelle. Le concept central ici, c'est la manualisation. En gros, le succès ne peut plus dépendre de l'intuition géniale d'une seule personne. Chaque processus important, de la façon de prendre les mesures chez un client jusqu'au standard de qualité, tout doit être écrit, codifié dans des manuels. C'est ça qui va garantir une qualité constante et qui permettra de former de nouvelles équipes très rapidement.
Et bien sûr, ce système a besoin d'une colonne vertébrale numérique. D'un côté, un ERP pour gérer toutes les ressources, les stocks, la production. De l'autre, un CRM pour gérer toute la relation avec les clients. Ces deux outils sont indispensables pour piloter un réseau qui grandit, parfois à distance, tout en gardant une expérience client parfaite et maîtrisée. Pour finir, toute cette analyse nous amène à une question fondamentale. Une œuvre d'art, c'est unique, c'est magnifique, mais c'est inséparable de son créateur, et donc difficilement reproductible. Une architecture, au contraire, c'est un système pensé pour durer, pour grandir et pour que d'autres puissent se l'approprier. Alors la question est, laquelle des deux est-on en train de construire ?